Bienvenue au 21e épisode de Raptor Kiff, le podcast bien entendu en français sur les Toronto Raptors. Ce soir nous nous retrouvons pour le match opposant les Phoenix Suns aux Toronto Raptors et le match se déroule à Toronto. Le 5 de départ de Phoenix se compose de Ulysse, Devin Booker, TJ Warren, Chris N. Monroe en tant que pilier. Pour les Toronto Raptors, nous retrouvons les 5 habituels: Kyle DeMar DeRozan, OG Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. À ce jour, les Phoenix Suns sont 11e ou 12e, je crois, de la conférence Ouest, alors que les Toronto Raptors sont 3e de la conférence Est. Et surtout, les Raptors ont le meilleur record à domicile, avec 8 victoires et une seule défaite depuis le début de la saison. Après 3 minutes 30 de jeu dans ce match, les Raptors mènent 10-7. Et les Raptors essayent vraiment d'appliquer une bonne défense, contrairement aux Suns. Après 7 minutes 30 dans ce premier quart-temps, les Raptors mènent 21-18. On ne peut pas dire que la défense soit bien en place, ni d'un côté ni de l'autre. Par contre, du côté des Raptors, la cohésion et la circulation du ballon se passent très bien. C'est un DeMar DeRozan chaud puisqu'il distribue la balle aussi vite qu'il la reçoit, ce qui permet pas mal de shots, dont 2-3 points de OG Anunoby. Par contre, Jonas Valanciunas n'est pas en réussite. Il semble ne pas arriver à attraper les rebonds offensifs, alors que souvent il est au milieu de deux défenseurs et que c'est lui qui devrait choper la balle. Elle est juste au-dessus de sa tête et il n'y arrive pas. En tout cas, il n'arrive pas à la remettre dans le panier. Je pense qu'il devrait plutôt attraper la balle et la repasser à l'extérieur pour avoir une chance d'avoir un nouveau temps de jeu, c'est-à-dire 24 nouvelles secondes. Ce serait bien plus productif pour l'équipe de faire cela plutôt que d'essayer de mettre des putbacks qu'il n'arrive pas d'ailleurs à remettre, puisque je crois qu'il en a loupé 3 ou 4 déjà depuis le début du match, et qu'il serait quand même bien plus effectif, effectivement, de ressortir, d'attraper le ballon et de ressortir la balle pour permettre à ses coéquipiers de shooter et avec espoir marquer. Mais vu que c'est un temps mort demandé par les Raptors, je ne serais pas étonné si Jonas Valanciunas sortait. Comme je le disais, Jonas Valanciunas et même Serge Ibaka sont sortis après le temps mort et c'est Pascal Siakam et Jakob Poeltl qui sont rentrés et la différence s'est vue tout de suite puisque à la fin du premier quart-temps, les Raptors mènent 36-23. Au début du deuxième quart-temps, les Raptors ne sont pas effectifs en offense. En fait, c'est surtout qu'ils n'arrivent pas à marquer de panier. Ils sont malchanceux. Je crois qu'ils sont à 0 sur 6 ou 0 sur 7 lors de ces 3 minutes 30 de début de deuxième quart-temps. Et le score est de 39-28 pour Toronto. Les seuls points qu'ils ont marqués sont sur lancer franc. Tandis que Phoenix arrive à faire circuler la balle beaucoup mieux, pousse la balle en transition, ce qui leur permet de marquer quelques paniers et surtout de rester à bonne distance de Toronto, car ils étaient tout de même menés de 17 points à un moment donné dans le premier quart-temps et maintenant ils ne sont plus menés que de 11 points. Pardon, effacez ça, avec le dernier panier de Phoenix, ils ne sont plus menés que de 9 points, 39-30. Il reste 8 minutes 30 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Avec un petit peu plus de 3 minutes restant dans ce deuxième quart-temps, les Raptors mènent dorénavant 50-38. Et le coach de Phoenix, Jay Triano, appelle un temps mort. Petite anecdote, Jay Triano était avant Dwayne Casey le coach des Raptors. Il a d'ailleurs coaché DeMar DeRozan lors de ses 2 premières saisons rookie.
À la mi-temps, les Raptors mènent 55-46. Et c'est un match de run, c'est-à-dire qu'ils courent d'un côté du court jusqu'à l'autre. Ce n'est pas du très beau basket, on a l'impression d'être au All-Star, pas vraiment de défense. Et surtout, on voit que les joueurs de Phoenix Suns, qui sont très jeunes, il faut quand même le rappeler que c'est une des 2 ou 3 équipes les plus jeunes de la ligue. Ceci dit, leur vitesse et surtout ils passent le ballon eux aussi, le ballon circule plutôt bien. Devin Booker passe la balle, oh là là, à une vitesse folle. C'est vraiment un joueur complet. Je n'avais pas eu, je l'avais vu, je ne sais plus contre quelle équipe, mais il n'avait pas eu un gros match et je l'avais trouvé un peu mou. Alors que là, franchement, c'est autre chose, quoi. Bon, hier soir, il a mis 46 points, je ne sais plus, je crois que c'est contre Philadelphia. Et on voit pourquoi. C'est clair et net à quel point il est capable d'accélérer, de faire des passes à l'aveugle. Il distribue, c'est lui finalement le meneur sur le terrain puisqu'on le voit. Il tend, il montre à ses coéquipiers où ils doivent se placer, etc. quand il a le ballon et même quand il n'a pas le ballon. Donc c'est pour dire que c'est un joueur vraiment important. Et puis ça se voit, c'est une star quoi dans le sens basketball, c'est-à-dire qu'il a un bon IQ basketball, un bon basketball IQ. Et puis c'est vraiment, enfin je pense, une pierre angulaire d'une franchise, c'est-à-dire qu'il va devenir un joueur franchise, comme ont pu l'être ou le sont des LeBron James à Cleveland ou Steph Curry aux Warriors. Ou Giannis Antetokounmpo à Milwaukee ou Kristaps Porzingis à New York. Il a suffisamment de talent, en tout cas pour l'être et l'assumer. Et sur le terrain, il montre qu'il a envie de l'assumer. C'est quelque chose qui souvent est manquant chez ces joueurs. Et là, alors qu'il est très très jeune, hein, je crois qu'il a 21 ou 22 ans, il montre que il est déjà un leader sur le terrain. C'est quand même vraiment impressionnant. Ouais, j'arrête pas de me répéter, mais bon, je n'ai pas de superlatif assez grand pour dire à quel point je suis impressionné par ce joueur aujourd'hui. Je fais une petite aparté pour parler des podcasts, en tout cas de celui-là, Raptor Kiff, et de son petit compagnon La Tournée NBA, qui devrait pas tarder à débarquer à la suite de Raptor Kiff. Il va y avoir un changement d'ici la fin de semaine dans les sites internet, alors je ne vous donne pas l'adresse du site, je vous dis juste que vous pouvez me contacter par mail à contact@mykif.fr et que vous pouvez retrouver les podcasts sur la page Kif Podcast de YouTube, MyKif, SoundCloud, Facebook et Twitter. Après 4 minutes dans ce troisième carton, les Raptors mènent 66-51 avec un petit flottement à l'heure actuelle vu que sur une attaque de Devin Booker et un contre de DeRozan sifflé comme une faute, il y a eu une faute technique sifflé contre TJ Warren avec un shoot de DeRozan et DeRozan pensait au début que c'était pour lui la faute technique, alors du coup il était plutôt pas très content puisqu'il semblait, et en tout cas c'est ce que disent les commentaires américains, et il semblait n'avoir rien dit, pas protesté, rien du tout. Puisque effectivement apparemment il avait sa main dans le dos du joueur adverse quand il l'a contré, donc ça compte pour une faute. Mais ceci dit, donc il shoot le premier lancer franc, et ce qui est assez marrant à chaque fois que DeRozan fait ça et qu'il shoot un lancer franc en faute technique, il va quand même, alors qu'il n'y a aucun ni adversaire ni partenaire autour de la raquette, il va quand même faire comme s'il y avait ses partenaires et leur taper dans la main, alors qu'il n'y a personne. C'est assez génial de voir ça à chaque fois parce qu'on se dit que c'est juste qu'il a un rituel un peu une OCD comme on dit, voilà, des tocs, et du coup il va se faire congratuler par des partenaires qui ne sont pas là.
Et donc à la suite de ça, TJ Warren, pas très content, se fait siffler pour une deuxième faute technique et on retrouve DeRozan de nouveau au lancer franc. Voyons voir s'il nous refait la même chose au niveau des félicitations. Et donc effectivement, il marque le lancer franc et va faire donc des high five invisibles, ce qui est énorme. Moi, je peux pas m'empêcher de rigoler. Je l'avais vu à Shaq and the Fool et ça m'avait fait rire. Mais là, en fait, j'avais jamais trop fait gaffe avant. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il lance des lancers francs, il va féliciter des partenaires qui ne sont pas là, ce qui est quand même énorme. C'est tout de même énorme. Bref, les Raptors mènent 67-51 dans ce début de troisième quart-temps. Et on peut dire qu'il n'y a pas de malédiction troisième quart-temps lors de ce match. En tout cas, pas pour le moment. Et donc, je le rappelle, TJ Warren, le poste 3 du 5 de départ des Phoenix Suns, vient d'être exclu du match. Il reste 7 minutes et 58 secondes dans ce troisième quart-temps. Et 40 secondes plus tard, le score est de 67-55 et une nouvelle faute technique vient d'être sifflée. Forcément, DeRozan va le tirer et il le tire encore. Et encore une fois, il fait ses félicitations aux joueurs invisibles. Et donc le score est de 68-55 pour les Raptors avec 7 minutes et 10 secondes à jouer encore dans cette troisième quart-temps. Petite note concernant la date de ce match, donc nous sommes le 5 décembre, la Saint-Nicolas pour beaucoup, et malheureusement aussi l'anniversaire du décès de Nelson Mandela, qui est décédé il y a 4 ans aujourd'hui. Et comme bien entendu Masai Ujiri est africain et qu'il est aussi surtout le grand leader d'un mouvement qui s'appelle Giant of Africa, celui-ci en profite bien sûr, et c'est à très bon escient, pour commémorer l'anniversaire du décès de Nelson Mandela, qui est sans doute l'un des hommes les plus remarquables du XXe siècle, 20e siècle, pardon, et bien entendu qui est décédé lors de ce 21e siècle, quelques années après avoir quitté la présidence de l'Afrique du Sud. Personnellement, je pense que Nelson Mandela est à la hauteur de personnes comme le Gandhi, en ce qui concerne donc l'appel à la paix, au vivre ensemble et au pardon général. Avec 3 minutes et 20 secondes environ à jouer encore dans ce troisième quart-temps, les Raptors mènent 82-67. À la fin du premier quart-temps, les Raptors mènent 97-79. Oui, 18 points d'avance. C'est vrai qu'ils avaient géré l'avantage de 10-12 points un peu durant tout ce troisième quart-temps. Et puis lors des 2-3 dernières minutes, sous la baguette de DeMar DeRozan, CJ Miles, Jakob Poeltl et Fred VanVleet, ils ont creusé l'écart et permettent ainsi de terminer le quart-temps sur une très bonne note. 42 points dans ce quart-temps pour les Raptors, ce qui est une extrêmement bonne nouvelle, non seulement une bonne performance, mais une bonne nouvelle, étant donné la malédiction des troisièmes quart-temps dont était victime Toronto jusque-là. Il faut dire, ils n'ont pas joué depuis 4 jours, et cela leur a permis d'avoir du repos, mais aussi et surtout des phases d'entraînement, ce qui est assez rare dans une saison. Et il faut dire que depuis 10 jours, les Raptors, ce n'est que leur 3e match, ce qui leur a permis quand même pas mal de phases d'entraînement, de repos, sans doute de concertation pour essayer de régler ce problème de troisième quart-temps, car sinon tout le reste est plutôt est bon.
et bon même, puisqu'ils sont quand même troisième dans la conférence Est, et je crois qu'ils sont à l'heure actuelle cinquième ex-aequo de la Ligue avec San Antonio. D'ailleurs, ils font partie des 6 équipes à l'heure actuelle, même 7 je crois avec Détroit, qui ont moins de 10 défaites lors de ce début de saison. Après 4 minutes et 23 secondes dans ce quatrième quart-temps, les Raptors appellent un temps mort et le score est de 102 à 92, alors que les Raptors menaient 102 à 83 à un moment donné. Ils viennent de se prendre un 9-0 en pleine tête, ce qui fait que Dwayne Casey appelle un temps mort. Comme je le disais, l'équipe de Phoenix est très rapide et là, en ce début de quatrième quart-temps, ils ont mis tous leurs atouts, tous leurs jetons, on va dire, dans le même panier pour se donner à fond en cette fin de match et se donner une chance. Et pour le moment, on doit bien dire que cela fonctionne. Leur vitesse d'exécution et la façon dont ils jouent me semble me rappeler tout du moins Phoenix, l'équipe de Phoenix avec Steve Nash et compagnie, Grant Hill et compagnie. Et c'était une équipe très rapide aussi. Et là, on peut voir que c'est la même chose, sauf que la différence, c'est que l'équipe de Steve Nash à la fin des années 2000, enfin au début des années 2010, à la fin des années 2007, 2008, 2009, et l'équipe d'aujourd'hui, la différence, c'est que l'équipe d'aujourd'hui est extrêmement jeune comparée à celle de l'époque qui était plutôt des vétérans de l'ordre de 30-32 ans à ce moment-là. Et donc, ils jouaient très vite, mais ils n'avaient pas cette vitesse qu'ont des gamins de 19 ou 20 ans, comme peuvent les avoir Booker ou Jackson ou Chris ou Daniels, parce que Troll Daniels joue vraiment très bien. Oh pardon, je suis fatigué, mais je suis en train de le regarder en direct, le match, et il est vraiment tard, heure française. Comme je suppose que la plupart d'entre vous le savent, et s'ils m'écoutent, c'est bien parce que ils ne regardent pas les matchs en direct. Voilà, bref, avec 3 minutes 23 restantes dans ce match, les Raptors mènent 113 à 100. Le match n'est pas le plus intéressant du monde, je l'avoue. Même si du côté de l'offense, les Raptors jouent bien, dans le même style de basket qu'ils jouent depuis le début de la saison. Ils partagent le ballon, ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisqu'ils continuent dans cette dynamique. Il faut surtout que ça reste une dynamique ancrée maintenant et non pas une dynamique qu'on arrête quand tout va mal. Bref, cela dit, voilà, un match, oui, des plus inintéressants dans le sens où on savait que les Raptors allaient dominer Phoenix, et en l'occurrence, c'est ce qu'ils font, sans trop forcer. J'ai comme l'impression qu'ils ne forcent pas, il n'y a pas vraiment de défense, donc c'est qu'ils ne forcent pas vraiment leur jeu. C'est un échange de basket en fait, c'est un échange de paniers, on va dire, marqué entre les deux équipes, et donc avec 3 minutes 23 restantes, le score est de 113 à 100, donc je m'attends à ce que le score soit de 120 quelque chose à 110 à la fin du match. Avec 2 minutes 40 à jouer encore dans ce match, nous avons une blessure d'Evelyn Booker qui s'est fait mal. On ne sait pas exactement ce qui est là, mais une mauvaise glissade où je ne vois vraiment rien de ce qui s'est passé. Il essayait de défendre sur Fred VanVleet qui remontait la balle après un panier, je crois, ou un lancer franc adverse. Ah oui, pardon, c'est un bloc refusé, donc pour trop tard, un bloc trop tard, un contre
trop tardif de la part de Serge Ibaka qui a été refusé, donc avec un panier qui a été accepté pour Phoenix. Et donc Van Fleet remonte la balle et Booker le défend, et en arrivant au point à peu près de la ligne des 3 points, donc dans la zone de Phoenix, Booker d'un seul coup, hop, s'est complètement arrêté. Il a glissé légèrement, vous voyez qu'il essayait de se reprendre avec la jambe droite, donc je pense que c'est sur la jambe gauche qu'il s'est fait mal. À savoir ce que c'est, peut-être les adducteurs. Enfin, moi, c'est mon impression, ce serait plutôt les adducteurs. Je pense qu'il se serait peut-être fait une petite élongation des adducteurs. Le score à ce moment-là de la partie, on est de 117 à 105 avec un lancer franc pour Van Fleet à suivre. Et le match se termine par le score de 126 pour les Raptors à 113 pour les Phoenix Suns. Et OG Anunoby qui égalise son record de la saison qu'il avait inscrit contre Houston lors de son premier match où il avait été nommé dans le 5 de départ, avec 16 points en 24 minutes, 2 rebonds, 1 ballon volé. Et surtout, il a été à 4 sur 5 aux 3 points, ce qui est plutôt vraiment bien. Serge Ibaka, quant à lui, en 32 minutes, a marqué 19 points, 6 rebonds, une passe décisive, un ballon volé, 3 blocs. Bon, il devrait en avoir 4, avec une réussite au tir de 8 sur 13, ce qui est plutôt très bien. Jonas Valanciunas, qui n'a pas beaucoup joué, il a joué seulement 19 minutes, mais il a marqué 4 points, 8 rebonds, 2 ballons volés, bon, ce qui est assez étonnant. Et c'est tout pour Jonas, qui a été très maladroit ce soir, à 0 sur 5 au tir. Demar DeRozan, quant à lui, en 34 minutes, marque 20 points, 7 rebonds, 8 passes décisives, 3 ballons volés. Il a été 7 sur 17 au tir, bon, ce qui n'est pas extraordinaire, mais vu qu'il a fait apparemment que distribuer. Et Kyle Lowry, alors là, moi je m'en étais pas aperçu du tout du match, 35 minutes, 20 points, 6 rebonds et surtout 10 passes décisives. J'avais plus l'impression que ça avait été un DeRozan chaud, mais en final, Kyle Lowry a beaucoup participé avec 10 passes aussi et 2 ballons volés. Oui, c'est bien ça, 2 ballons volés. Jakob Poeltl, donc on passe au banc. Jakob Poeltl venu du banc qui en 22 minutes a marqué 13 points, 5 rebonds et 1 contre. Il a été très bon au tir puisque 5 sur 9. Pascal Siakam en 15 minutes a marqué 2 points, 6 rebonds, 3 passes décisives, 3 ballons volés. Bon, il n'a pas eu beaucoup de réussite non plus. 1 sur 4 au tir. CJ Miles, quant à lui, en 19 minutes, a marqué 15 points, 1 rebond, une passe décisive. Il a été 4 sur 9 au tir, dont 3 paniers à 3 points. Fred VanVleet a joué 21 minutes, marqué 13 points, 6 passes décisives, toujours aussi impressionnant, et 4 sur 10 au tir. Norman Powell en 16 minutes a marqué 4 points, un rebond, une passe décisive, et un ballon volé. Par contre, il a été à 2 sur 5 au tir, et aucun 3 points. Et voilà pour ceux qui ont joué un rôle important dans le match, puisque à environ 30 secondes de la fin du match, nous avons Lorenzo Brown et Alonzo McKinney qui sont rentrés. Mais bon, le ballon a juste été dribblé pendant ces 30 ou 35 dernières secondes pour faire durer pour faire défiler le compteur. Donc ils n'ont pas eu d'impact.
Donc au total, l'équipe a marqué 128 points, 42 rebonds, 30 passes décisives, 13 ballons volés et 4 contres. Et ils ont eu un taux de réussite au shoot de 47% en général et de spécifiquement 41,7% aux 3 points puisqu'ils ont marqué 15 paniers à 3 points sur 38 tenté. Un match d'une fluidité un peu agaçante puisque, comme je le disais, c'était un échange essentiellement de paniers entre les deux équipes, vu le score, 126 à 113. Quelques beaux moments de défense, quelques superbes actions, surtout des belles passes de DeRozan et de Kyle Lowry du coup. Et de Fred VanVleet, puisque à eux trois, ils ont quand même réalisé 24 passes décisives. Donc bon, c'est-à-dire que et quand on compte Siakam, à eux quatre, ils ont réussi 27 passes décisives sur 30 de l'équipe au total. Donc on a 4 joueurs, 4 bons créateurs de mouvements dans l'équipe, ce qui est plutôt une très bonne chose. Et encore, il nous manque Dolan White et Bébé qui, malgré sa grande taille, est un très bon passeur lui aussi. Donc on n'a pas tous les passeurs de l'équipe et pourtant le jeu, la balle circule extrêmement bien, beaucoup plus de facilité à trouver CJ Miles, le tireur d'élite des Raptors, d'ailleurs qui partage ce titre avec Kyle Lowry. Et on le voit, Kyle Lowry justement, qui trouve enfin sa place dans le nouveau système offensif. Et de toute façon, c'était normal puisque le nouveau système crée plus d'espace, donc c'était évident que Kyle Lowry allait à un moment donné sortir de son petit marasme de tir. Et du coup, maintenant, on arrive à des résultats plutôt très probants pour lui, puisque je crois qu'il doit être lors des 5 derniers matchs à quelque chose comme 50% aux 3 points, ce qui est plutôt très bon, surtout pour lui, mais enfin très bon à n'importe quel niveau. C'était d'ailleurs le niveau qu'il avait l'année dernière avant de se blesser au poignet. Il faut tout de même le rappeler puisqu'il était dans le top 5 des shooters, des meilleurs shooters de la ligue, puisque je crois qu'il devait être deuxième en pourcentage de shoot et troisième ou quatrième en 3 points marqués. Je parle bien sûr au moment de sa blessure, puisque à la fin de la saison, je crois qu'il finit quand même, malgré tout, puisqu'il n'a joué que 2 autres matchs après en toute fin de saison, 2 ou 3 matchs, je crois, en toute fin de saison. Il a tout de même réussi, il faut bien le dire, l'année dernière à finir dans le top 10 du nombre de paniers de 3 points marqués. Donc malgré avoir manqué quasiment 2 mois de la saison, c'est pour dire qu'il en avait marqué un sacré paquet durant la saison. Je crois qu'il en a marqué plus de 200 et quelques dans la saison l'année dernière, 250, quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Donc je m'attends à ce que cette année il batte ce record qu'il a établi l'année dernière et ou l'année d'avant peut-être il avait eu plus de 3 points encore, mais avec un moins bon taux de réussite. Et cette année on le voit, là ça fait 5-6 matchs, je dirais un peu plus même, que son offense s'est bien mis en place avec celle du système de l'équipe, ce qui fait plaisir à voir. D'ailleurs, on le voit, du coup, DeRozan est beaucoup plus à l'aise pour lui aussi trouver Kyle Lowry, par exemple, pour des shoots à 3 points, ou aujourd'hui, alors là, c'était exceptionnel, puisque les 4 paniers à 3 points marqués par OG Anunoby sont sur 4 passes de DeRozan, et que 2 autres points d'OG, et d'ailleurs son dunk, est aussi sur une belle... donc il coupe à l'intérieur, et DeRozan lui fait une superbe passe en direct qui permet à OG de dunker. Donc une très belle relation entre DeRozan et OG Anunoby sur ce match, qui fait plaisir à voir, puisque c'est tout l'intérêt d'avoir OG sur le terrain avec eux, c'est qu'il est non seulement capable de fournir une bonne défense, mais en plus
un tir à 3 points qui est consistant, puisque apparemment il aurait marqué au moins un panier à 3 points dans tous les matchs auxquels il a participé, tout du moins tous les matchs qu'il a démarré. En ce qui concerne Valanciunas, on le voit bien, le nouveau système, malgré le fait que Kyle Lowry et DeMar DeRozan essayent de lui fournir des ballons à l'intérieur, il n'y est pas. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y est pas, alors que c'est l'année où il fallait qu'il prouve qu'il pouvait devenir meilleur en défense, plus précis en offense, essayer de faire circuler le ballon, je trouvais ça très bien en début de saison. On lui passait le ballon, il repassait tout de suite le ballon et on lui redonnait un espèce de extérieur, intérieur qui permettait de créer des espaces pour lui pour aller attaquer. Et malheureusement, il est retourné à ses travers habituels, c'est-à-dire qu'on lui passe le ballon et tout de suite, il essaye de dribbler et de pousser avec son derrière le défenseur pour créer de l'espace et aller essayer d'inscrire un panier, shooter ou aller faire un petit alley-oop ou un dunk. Malheureusement, ça ne marche pas contre tous les bigs, donc les intérieurs ou les piliers adverses. Ça dépend carrément de la situation. C'est vrai qu'il a tendance, et ça je le reconnais, depuis qu'il est dans la ligue, il domine des mecs comme Drummond, comme Whiteside, comme même Dwight Howard ou je suis en train de chercher le nom DeAndre Jordan. Ce genre de pilier intérieur, il a une très bonne maîtrise vis-à-vis d'eux, puisque il arrive généralement à les dominer. Or, dès que le pilier adverse n'est pas de cette trempe, c'est-à-dire de la vieille école des piliers, c'est-à-dire les piliers qui ne shootent pas des paniers à 3 points, donc dès qu'il tombe sur un pilier qui est capable d'aller à l'extérieur, de shooter des 2 points de très loin ou alors des 3 points, il semble complètement perdu et c'est dommage parce que lors des 5-6 premiers matchs de la saison, on avait vraiment cette impression qu'il avait acquis une nouvelle dimension puisqu'il allait défendre beaucoup mieux sur ce type de joueur. Et là, on le voit depuis 10, 12, même peut-être depuis presque 15 matchs maintenant. Il ne fait plus cet effort-là. Depuis qu'il est revenu de blessure, en fait, il ne fait plus cet effort-là. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que les rumeurs de son échange ou est-ce que le fait que les fans commencent à être un peu en colère après lui puisqu'il ne fournit pas... il ne fournit pas tant que ça en fait. Des fois on sent qu'il n'y a pas d'effort, comme aujourd'hui, un taux de réussite de 0 sur 5 au tir, c'est quand même assez parlant quoi, pour dire à quel point il n'a pas la tête il a la tête dans ses baskets quoi. Et puis il retombe dans des travers vraiment comme attraper le ballon et le descendre tout en bas pour remonter, ce qui donne aux adversaires moyen de lui piquer la balle. Enfin, j'en ai déjà parlé. Et là, aujourd'hui, on pouvait le voir dans le match et c'est catastrophique. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a joué moins de 20 minutes. Il faut bien le dire. Mais bon, moi je pense qu'il est temps de passer à autre chose, de l'échanger. Malheureusement, il a un contrat conséquent. Il lui reste 2 ans et demi sur son contrat, un peu plus. Et du coup, c'est pas un contrat facile à bouger. Ou alors, si on le bouge, c'est contre un joueur de la même trempe, c'est-à-dire un mauvais contrat avec un joueur qui ne produit pas assez. Moi, je l'échangerais bien contre Phoenix pour Jared Dudley et Marquise Chris, qui donnerait à peu près au niveau salaire la même chose. Dudley, c'est un vétéran qui peut jouer au 3 ou au 4. Et je pense que ça nous permettrait de passer Ibaka au poste de pilier définitivement sur la ligne de 5 de départ. Et peut-être soit démarrer Dudley pour commencer, soit directement mettre Siakam ou Marquise Chris en poste de 4.
ce qui permettrait de rajeunir encore un peu plus le 5 de départ et surtout d'amener un peu plus d'énergie, car c'est un peu ce qui manque régulièrement au pilier de Toronto en début de match et en troisième quart-temps. Encore une fois, je dois le souligner, le banc des Raptors a fait un énorme boulot. Ils ont très bien maintenu l'écart, même s'il y a eu un petit passage à vide, je crois, dans le deuxième quart-temps de quelques minutes. Ils ont fourni le boulot et c'est le plus important. Ce qui est remarquable aujourd'hui dans ce match, c'est que l'unité de départ, bon, en même temps, bon, remarquable non, puisque c'est quand même pas, c'est une équipe, je veux dire, de bas de tableau, comme on dit, de bas de classement, trop jeune pour avoir un peu les ficelles qui leur permettraient de maîtriser un match comme celui contre les Raptors. Bien qu'hier soir ils aient battu, je crois que c'est les Sixers, j'ai pas ça en tête, mais je crois que c'est les Sixers. Bon, quand même, Phoenix n'en est pas à ce point-là. Même si l'année dernière, si je me souviens bien, l'année dernière, ils avaient surpris les Raptors. Hein. Je n'exclus pas, hein, des surprises peuvent arriver, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que là, les Raptors étaient bien engagés. Et donc, ce que je trouvais remarquable, c'est que la première unité, donc c'est-à-dire le 5 de départ des Raptors, malgré le manque un peu de jeu de Jonas Valanciunas, a quand même réussi un très bon premier quart-temps et un très bon troisième quart-temps. 42 points dans le quart-temps, c'est quand même énorme. Et surtout, ils ont bien fini les différents cartons, genre les différentes mi-temps. La première mi-temps, ils la finissent. Bon, pas vraiment en fait. La première mi-temps, si je me souviens bien, Phoenix revient à 7 ou 8 points. Alors que là, ils ont géré tranquillement dans la fin de quatrième quart-temps, ce qui est très bien. Mais tout ça, c'est des points positifs en fait. Il faut quand même le noter. C'est des points positifs, même si c'est contre une mauvaise équipe. Le fait d'être bien dans son basket, d'être concentré sur ce qu'il y a à faire, ne pas perdre l'objectif de tête. On est devant, d'accord, on est devant de 10, 15, 19 points, comme ils ont été devant de 19 points à un moment donné. Mais malgré le run, donc le moment, on va dire, complètement acquis au Phoenix, où il marque genre un 8-0 contre Toronto, ou des choses comme ça, on voit bien que Toronto était très concentré, l'équipe entière, qui que ce soit qui est sur le terrain, très concentré à dire ok, non, bon, ok, c'est pas grave, on arrête ça, on va aller changer et marquer un panier. Et ils ont réussi à chaque fois. Donc bon, je le répète, Phoenix n'est pas la meilleure équipe, donc ce n'est pas l'équipe non plus qui saura réagir dans ce genre de situation. Ce n'est pas Cleveland, ce n'est pas Golden State, ni Boston. Donc ou ni Houston par exemple, ou ni San Antonio. Donc il ne faut pas non plus crier victoire trop vite. C'est juste que je trouve que c'est une bonne mentalité, surtout au retour de quelques jours d'entraînement et de 10 jours là d'entraînement. Et puis c'était le dernier match à domicile, hein, puisqu'ils ont joué donc ils ont joué 3 matchs en 10 jours, et ces 3 matchs étaient à domicile. Donc ils ont vraiment eu le temps pendant ces 10 jours de voir des phases d'entraînement, ce qui est quand même très important dans une saison, surtout pour recadrer un petit peu des soucis défensifs ou offensifs. Enfin là, c'était pas du basket moche, hein. Tout à l'heure, quand je disais que c'était un fluide ennuyeux, le match, bon voilà, c'était que le match, c'était juste de l'offense, un petit peu. On peut pas dire que la défense a été très présente ni d'un côté ni de l'autre. Malgré le fait tout de même que Toronto a eu 13 ballons volés, et ça veut dire que en défense, ils ont eu des mains très actives. Donc c'est aussi un bon point positif. Les Raptors seront sur la route pour une série de 4 matchs, si je me souviens bien, d'affilée. Cela commence vendredi prochain par un match contre Memphis à Memphis, qui sera suivi par un week-end et un début de semaine très tendu, puisque les Raptors iront jouer à Sacramento et le lendemain ils iront jouer aux Los Angeles Clippers, puis ils finiront leur tour à l'ouest
leur deuxième ou troisième tour à l'ouest, par le match retour contre donc les Phoenix Suns, et ce sera mercredi de la semaine prochaine, le 13 décembre, Raptors à Phoenix. Donc on se retrouve vendredi soir pour le 22e épisode de Raptor Kiff. Je vous souhaite une bonne fin de nuit.